Bonjour. Avant de commencer cette revue de presse, j'aimerais vous montrer quelques déclarations de nos dirigeants sur les horreurs de la guerre et sur les crimes de guerre. Bon, la guerre est une chose horrible qu'il faudrait éviter à tout prix. Mais les dirigeants qui accusent la Russie se souviennent-ils de ce que leurs pays ont pu faire dans le monde? Et puis, surtout, ont-ils été jugés pour autant? Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with him? You know, you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Un bombardement russe a fait au moins 18 morts dans un centre commercial en Ukraine. C'est un crime de guerre caractérisé. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken déclare également que la Russie et les responsables d'atrocités devront rendre des comptes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'OTAN a lancé depuis un peu plus d'une heure une nouvelle vague d'attaques en Yougoslavie. Le bilan de la première, celle d'hier soir, fait l'objet de 2 commentaires différents. Opération réussie, disent les militaires alliés, qui parlent d'une quarantaine de cibles atteintes et d'aucun appareil de l'OTAN touché. Des dizaines de morts et de blessés, notamment chez les civils, disent de leur côté les Serbes. Nous essaierons tout à l'heure d'entrer en relation avec leur ministre des Affaires étrangères. Assassinat ciblé. À peu près 90% des gens tués par les drones n'ont rien à voir avec les cibles. Le Pentagone fait un pas en arrière et admet une erreur tragique. La frappe qui avait eu lieu le 29 août dernier, qui visait un combattant du groupe État islamique, avait fait de nombreuses victimes civiles, dont plusieurs enfants. Une enquête interne a révélé qu'il n'y avait aucun terroriste dans la voiture visée. Mais c'était une erreur et je présente mes sincères excuses. Oui, j'ai bien entendu, il s'excuse pour un meurtre d'enfant. Une petite revue de presse avec André Berkoff qui reçoit un économiste. Alors, Jacques Sapir, d'abord, quand même une question, je trouve en ce moment, vous fréquentez les Russes ? Oui, toujours. Ah, toujours. Oui. Toujours. Oui. Et si vous voulez, je considère que les échanges scientifiques que l'on a avec la communauté russe, avec l'Académie des sciences, avec les universitaires russes, doivent être maintenus. D'ailleurs, ils existaient du temps de la guerre froide avec l'Union soviétique, il faut bien le dire. De ce fait, d'une certaine manière, il n'y a pas de choses qui soient extraordinaires. Et ce, d'autant plus parce que nous aurons besoin de cette communauté scientifique russe, comme cette communauté scientifique russe aura besoin de nous à terme. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument maintenir les contacts. Jacques Sapir, vous dites la Russie et les BRICS développeraient un nouvel instrument de réserve potentiellement alternatif au CDR, du Fonds SDR, du Fonds monétaire international. Je rappelle que les BRICS, c'est Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Hein, c'est bien ça. Alors, de quoi s'agit-il? Justement, parce qu'on parlait un peu
peut-être prématurément de la dédollarisation du monde, mais là, on parle quand même d'une espèce de ligne de fracture qui est en train de se faire, apparemment. Oui, en fait, on parle de deux choses différentes. Une chose, c'est l'inquiétude qui s'exprime même maintenant au sein du Fonds monétaire international sur une crise du système monétaire international, autrement dit du système dollar dans lequel nous sommes depuis 1973. Et là, l'un des directeurs du Fonds monétaire international dit en fait, ce sont les mesures américaines et occidentales qui ont été prises, comme par exemple le gel des avoirs de la Banque centrale de Russie, qui vont inquiéter inquiéter les autres pays et qui risquent de pousser ces autres pays à sortir massivement du système dollar. En disant ce qu'ils ont fait aux Russes, ils peuvent nous voilà, le faire exactement. à nous. C'est ça. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un point plus constructif, c'est le fait que, et depuis un certain nombre d'années, les pays des BRICS réfléchissent sur la constitution, alors c'est un projet à long terme, d'un fonds monétaire des BRICS. Autrement dit, de quelque chose qui serait une alternative au Fonds monétaire international. Et pour cela, il faut commencer à créer l'équivalent d'un instrument comme les droits de tirage spéciaux, en anglais les SDR, pour que les pays qui soient membres de ces systèmes puissent emprunter à ce nouveau fonds. C'est là où on en est actuellement. Autrement dit, ce dont on réfléchit, c'est à constituer un système alternatif qui permette à des pays d'emprunter hors du dollar, hors des monnaies qui sont rattachées au dollar, l'euro, la livre sterling, etc., et de pouvoir utiliser ça pour leurs investissements, soit pour régler des crises de liquidité à court terme ou pour investir à plus long terme. Il faut préciser qu'il y a maintenant des nouveaux candidats. L'Argentine est candidat pour rejoindre les BRICS, l'Indonésie est candidat pour rejoindre les BRICS, et il ne serait pas étonnant que d'ici 1 an à 18 mois, on voit un certain nombre de pays rejoindre formellement ou informellement la structure des BRICS. Donc c'est la fin du monopole du dollar. C'est à terme la fin du monopole du dollar. Et là, je reviens, ce que craint le Fonds monétaire international, qui s'est exprimé par la voix d'un de ses directeurs, Pierre-Olivier Gourinchas, c'est vraiment que les mesures prises contre la Russie, en fait, aient des répercussions non prévues et inquiètent tellement les autres pays qui se disent nous allons sortir massivement du système. C'est intéressant. Alors, je voudrais que vous réagissiez. BFM TV nous disait Londres, Washington, Ottawa et Tokyo interdisent les importations d'or russe. Alors, ça veut dire quoi, ça? D'abord, il faut savoir que l'or est beaucoup utilisé dans l'industrie. En fait, l'utilisation industrielle, alors, il y a tout ce qui est la joaillerie, mais il y a l'industrie aussi qui utilise beaucoup l'or. Bon, ça, c'est un premier point. En fait, quand on regarde, on voit que cette décision ne touche que l'or nouvellement extrait. Ah oui, pas l'or déjà existant. Voilà, donc ce qui fait que la Russie pourrait continuer à exporter son or. Comment vous allez faire la distinction entre de l'or déjà existant et de l'or nouvellement extrait ? Bon, par ailleurs, quand on sait comment fonctionne le marché de l'or, qui est un marché qui est aujourd'hui dominé très largement par des opérateurs asiatiques. Singapour, la Chine, etc. Oui, qui a acheté énormément d'or aussi, en fait. Et que ces opérateurs n'ont aucune envie et aucunement l'intention de collaborer avec les pays qui ont décidé cette mesure, on peut penser qu'on est purement dans la gesticulation politique. Alors revenons là où on n'est pas dans la gesticulation politique, Jacques Sapir, c'est les produits russes. Savoir, parce qu'il n'y a pas que... On parle beaucoup du gaz, encore beaucoup du pétrole, mais tout le reste. On parle beaucoup du pétrole, mais le gazole
Autrement dit, un produit de raffinage est aussi très important. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pratiquement plus de raffineries en Europe. Nous les avons externalisées dans les autres pays. Ah oui, c'est polluant, on n'en veut pas. Voilà, la Russie est un très gros producteur et un très gros exportateur de gazole. Donc du gaz raffiné. Du pétrole raffiné. Nous avons les engrais azotés. Vous savez qu'on a décidé d'arrêter ou de réduire considérablement l'utilisation des engrais phosphatés, parce qu'effectivement, il y a toute une série de conséquences écologiques. Bon, donc les engrais azotés, ils sont faits par la Russie. En fait, il y avait 2 pays qui étaient de gros producteurs, l'Ukraine et la Russie. Bon, l'Ukraine, on n'en parle plus, parce que là, les capacités sont détruites, mais la Russie reste un très gros producteur. Qu'est-ce qu'on fait ? D'ailleurs, les États-Unis décident de ne plus acheter de pétrole russe, mais continuent d'acheter des engrais russes. D'accord. Donc là, à l'heure où on parle. À l'heure où on parle actuellement, les États-Unis, et ils ont dit d'ailleurs qu'ils ne pouvaient pas se passer des engrais russes. Donc comme ils ne peuvent pas s'en passer pour leur agriculture, ils continuent d'en acheter. Donc voilà. Après, nous avons toute une série de métaux. Le nickel, l'aluminium. Nickel qui est nécessaire aux voitures électriques. Oui, tout à fait. Par exemple, bon, le nickel, l'aluminium, l'argent, ok. Nous avons, alors c'est des choses qui sont très peu connues. Nous avons les gaz inertes qui sont utilisés dans la fabrication des microprocesseurs. L'argon, le néon, etc. Bon, ces gaz sont très largement fournis par la Russie. La Russie n'est pas le seul fournisseur, mais elle est un fournisseur important. Mais vous direz à quoi, 50% ça dépend des gaz, mais c'est entre 30 et 50%, effectivement. Et donc là, alors, il y a des pays qui commencent à dire, bon d'accord, on va appliquer l'embargo, on va plus vendre de microprocesseurs à la Russie. Ils se sont rendus compte et ils disent, ah oui, mais si les Russes ne nous livrent plus de gaz, on peut plus produire de microprocesseurs. Donc ils sont rentrés dans des négociations avec la Russie pour dire vous continuez à nous livrer ces gaz inertes, et nous on va continuer à vous livrer des microprocesseurs. Donc voilà, il y a tout cela. Alors il y a aussi le bois. Ikea a décidé d'arrêter ses achats de bois russe. Mais si Ikea veut s'approvisionner sur un marché russe, sur un marché du bois hors bois russe, il devra payer son bois entre 25 et 35% plus cher. D'accord. Donc voilà, on a... C'est comme le gaz de schiste qu'on paye plus cher aux Américains aujourd'hui. Tout à fait. En sachant que le pétrole, comme le gaz de schiste, c'est-à-dire en fait, les Américains ne retrouveront leur production de 2019 qu'en 2024. Donc ils restent encore très en deçà de leur production parce que ces 2 secteurs, le pétrole et le gaz de schiste, où les dégâts provoqués par la Covid-19 ont été considérables aux États-Unis. Manifestation à Skopje. Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Skopje contre un projet destiné à régler un litige historique avec la Bulgarie. Depuis 2020, la position bulgare bloquait l'ouverture de négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Union européenne. Ce nouveau compromis, soutenu par Bruxelles, est surtout rejeté par les partis d'opposition nationalistes. Dans le monde, tous les peuples ont le droit à l'autodétermination. Donc les Macédoniens aussi possèdent ce droit. Et ils peuvent décider de leur propre identité. Selon le compromis préparé sous la présidence française de l'Union européenne, Skopje doit notamment s'engager à modifier sa constitution. L'objectif est d'inclure les Bulgares dans les groupes ethniques reconnus et à mettre en œuvre un traité d'amitié visant à éradiquer les discours de haine. Avant la Bulgarie, Skopje faisait face à l'opposition grecque en raison d'indifférents sur son nom, identique à celui d'une région du nord de la Grèce. Et puis revenons à la mondialisation heureuse. Le face-à-face aujourd'hui, c'est avec Hervé Juvin. Il en revient avec un livre, Chez nous, pour en finir avec une économie totalitaire. Hervé Juvin, député européen, chez Éditions de la Nouvelle Librairie. Alors Hervé Juvin, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a mondialisation heureuse, ça on sait, c'est fini depuis longtemps. En tout cas, on s'est aperçu de ce que ça voulait dire. Et à un moment donné de votre livre, vers la fin aussi, mais j'aborde tout de suite là, vous dites au fond,
savez, certains disaient l'impôt tue l'impôt, et vous dites l'économie a tué la politique, a tué même l'économie elle-même telle qu'elle était définie, et qu'on est en train d'entrer dans une espèce de monstre qui se dévore lui-même et qui nous dévore par la même occasion. Que vous voulez dire ? D'abord une formule, la liberté économique, en particulier la liberté donnée aux entreprises privées, est en train de tuer les libertés, notamment les libertés politiques. Un peu d'histoire, le capitalisme, le libéralisme a formidablement servi notre développement, notre progrès social humain et nos libertés. Il faut le reconnaître. Mais attention, ce capitalisme, ce libéralisme, il était tempéré par le rôle de l'État, il était tempéré par des institutions fortes, et il était surtout tempéré par des forces sociales. Ce qu'on a appelé le dialogue social, il se résumait à une chose très simple. Le capitalisme était prêt à concéder beaucoup pour que le communisme ne l'emporte pas. Rappelons-nous, c'était la menace soviétique et c'était la menace communiste. La guerre froide. Et un dirigeant de l'Union soviétique qui a dit quelque chose d'assez juste quand il a dit que la disparition de l'Union soviétique allait être pour nous une catastrophe. Tout simplement parce que le capitalisme s'est réveillé sans limite. Il s'est réveillé sans contrepartie. On sait bien que le dialogue social en France aujourd'hui est à peu près au degré zéro. Et on sait bien que le capitalisme a donné lieu non pas à la concurrence, mais à la création de monopoles. Google, Facebook, Amazon, etc., ne sont plus des sociétés en concurrence. Microsoft, Apple, etc., ne sont plus des sociétés en concurrence. Or, quand on a un monopole, il se passe quelque chose de très simple. Les monopoles privés prennent le contrôle des États. Et je dirais, notamment à travers l'expérience récente que j'ai faite de Metaverse, le projet de Facebook, ils sont en train de prendre le contrôle de nos esprits. Ils façonnent nos désirs. Ils décident de l'information que nous pouvons connaître ou ne pas connaître. Ils modifient les mots. Et vous savez bien qu'ils peuvent même censurer un président en exercice. Rappelons-nous cette monstruosité dans une démocratie. Twitter interdisant au président Trump, encore en exercice, d'avoir accès à ces réseaux. On voit bien donc que des monopoles privés, des entreprises sans limite ont pris le pouvoir sur les États et les nations. C'est pourquoi je parle de capitalisme totalitaire, parce que je crois qu'auparavant, nous avons gagné l'autonomie contre les dieux, contre les maîtres et contre les rois. Aujourd'hui, c'est contre les monopoles, notamment du numérique et de la finance, que nous devons reprendre nos libertés. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le nouveau combat de la laïcité, c'est pas contre les églises et les religions. Le nouveau combat de la laïcité, c'est contre la finance et c'est contre les monopoles du numérique. Bon, eh bien écoutez, j'espère à bientôt. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce et partagez. Au revoir.